Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Corbeau de malheur, loup vorace, virilité du taureau. Parfois nous les chassons, souvent nous les réhabilitons. Qu'est-ce que les représentations, surtout de l'animal, disent de nous ? On reprendra le fil de notre histoire culturelle à partir de 12h55 avec notre deuxième invité, l'historien Michel Pastoureau, à l'occasion de la parution de son beau livre sur le corbeau. Mais d'abord, des figures d'hommes et d'animaux, la légèreté d'un pinceau, le dessin comme manière de vivre. Notre premier invité, l'artiste Françoise Petrovitch, révèle les fragilités du monde dans la rétrospective que lui consacrent le fonds Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau en Bretagne. L'exposition vient de débuter. Elle durera au moins jusqu'au 3 avril prochain. Bienvenue à tous autour de cette grande table jusqu'à 13h30. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour à vous, Françoise Petrovitch. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'an passé, la FIAC, la grande foire internationale d'art contemporain, était numérique. La semaine dernière, elle a pu rouvrir ses portes au Grand Palais éphémère à Paris avec un monde fou et un marché qu'on dit redynamisé. Ça y est, les affaires reprennent. Le marché de l'art est reparti comme avant. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est pas... Enfin, il était quand même là avant, pendant le confinement aussi. Ça a continué à travers les galeries notamment, Oui, qui ont pu tirer leur épingle du jeu par rapport au musée. Qui ont continué à travailler à nos côtés. C'est vrai. Bien sûr. Vous êtes passé à la FIAC ? Oui, j'avais des œuvres sur le stand de la galerie Sémios avec qui je travaille. Et oui, j'avais 2 grandes peintures. Et ce qui est marquant quand on traverse un endroit comme celui-ci, surtout quand on n'est pas de ce monde, c'est les conversations, toutes les conversations qui reprennent. Le plaisir aussi de voir sur les visages des galeristes, des artistes, des représentants de musées, ce dialogue, cette conversation retrouvée aussi entre eux, cette ébullition-là d'un monde qui repart quand même. Oui, parce que les vernissages, les salons, c'est aussi des lieux de rencontre, des lieux de parole. Et donc il y a beaucoup d'échanges. Finalement, la peinture permet aussi d'être dans l'échange. Alors, il y a un an, tout le monde pensait que rien ne serait plus jamais comme avant, que le marché de l'art allait changer, qu'il serait économe en carbone notamment. Ces aspirations, est-ce qu'elles ont trouvé pour vous des traductions ou ça a été des vœux pieux en temps de crise pandémique ? Je crois que c'est un peu des vœux pieux en réalité. Moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que les gens court après. Enfin, on essaye de rattraper un moment d'arrêt et finalement c'est peut-être encore pire. Comment on rattrape un moment où le temps a été suspendu ? On rattrape pas. En réalité, il ne faut pas rattraper. Mais je sais pas. Moi, pour le marché, je suis pas une spécialiste du marché de l'art. Non, mais vous êtes une artiste quand même. Je suis une artiste, mais je suis pas une spécialiste du marché de l'art. Ouais, donc vous le regardez de très loin, ça vous intéresse pas ? Ça m'intéresse parce que ça me concerne aussi, mais si je le regardais trop, je pense que je serais incapable d'être dans mon travail. Pourquoi ? Parce que le marché peut dicter sa loi aussi aux artistes ? Oui, il est important de s'en préserver. Et puis il est changeant, et puis il est assez cruel et très rapide. Et je pense que le travail d'un artiste plasticien est plutôt dans le temps étendu et dans un temps qui est assez solitaire aussi. Votre rétrospective, qui débute au fond Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau, elle va durer jusqu'au 3 avril 2022. Et ça, justement, dans cette accélération du temps, des relations commerciales et artistiques que vous venez d'évoquer, Françoise Petrovitch, qu'un lieu d'exposition comme ce fonds Leclerc propose à une artiste unique, plus de 6 mois d'exposition, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire, c'est le temps de quoi ? D'être vu, le temps aussi de penser une scénographie qui va pouvoir être découverte. Cette initiative-là, on imagine qu'elle est assez rare et qu'elle est précieuse dans la vie d'une artiste aussi. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai eu l'invitation avec le commissaire aussi, avec les 2 commissaires, Camille Morino et Lucia Pesapan, d'avoir un regard sur mon travail et d'imaginer, elles ont imaginé une rétrospective. Donc, pour moi, c'est un espèce de... Waouh, tout d'un coup, la vie est... Voilà, ma vie est étendue et reconcentrée dans un espace, celui de l'exposition. Et c'est assez... c'est assez important parce que, comme vous avez dit, c'est assez rare. Il y a peu de
Et puis, il faut avoir un âge. Donc, je crois que j'ai un petit peu l'âge de commencer peut-être à avoir ce genre de regard sur le travail. Elles l'ont imaginé avec vous, mais elles l'ont imaginé aussi en dialogue avec vous. C'est important ce regard extérieur, surtout quand on bâtit, on construit une rétrospective de son œuvre. Le regard d'une ou deux commissaires d'exposition, d'un galeriste aussi, qui peut apporter ses conseils. Ça serait compliqué de bâtir sa propre rétrospective toute seule? C'est impossible, c'est impossible. Ah non, surtout pas. Pourquoi? C'est en même temps une histoire de soi qu'on raconte. Ah ben non, mais c'est pas possible, parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la distance, et il y a un regard de l'autre sur votre œuvre, et c'est fabuleux. En même temps, moi j'ai un travail qui est assez ouvert, et donc les multiples sens qui... il y aurait eu plusieurs récits, on pouvait construire plein de façons différentes de dire l'œuvre, on va dire ça, et je pense qu'à chaque fois, ces points de vue, ces entrées... elles ont des évidences, mais en même temps, elles sont à chaque fois très singulières. Et donc, non, surtout pas moi, non. Et alors là, aidez-nous, ouvrez quelques portes. Comment vous avez choisi de dire l'œuvre? Quelles sont ces entrées que vous avez retenues? Alors, on a parlé du regard, parce que la question du regard est quand même très importante, et on est dans les arts visuels. Et on a parlé du regard avec, par exemple, on montre des dessins qui s'appellent les regards d'Ingres, qui date de 92, où j'avais dessiné les yeux des portraits peints dans la peinture d'Ingres. Alors c'est compliqué à dire, il faudrait presque le voir, mais disons que c'était un travail sur l'histoire de l'art, et en même temps un regard sur qu'est-ce qu'on regarde en peinture, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y être longtemps, et puis comment on transcrit d'une technique à l'autre. Il y a aussi cette fluidité des techniques. C'est après que vous avez commencé à cacher le regard de vos personnages, main sur le visage, yeux baissés, bandeau sur les yeux. Vous dites, dans le très beau catalogue de l'exposition, quand on regarde une peinture avec un portrait, on cherche toujours le regard. Quand les paupières sont closes, c'est une manière de rediriger le regard. On regarde davantage la peinture. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de... On ne cherche pas la personne, on regarde une peinture. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire... Voilà, on est dans la surface picturale et on regarde une peinture. C'est quoi regarder une peinture? Regarder une peinture, c'est prendre du temps. C'est être en silence, je crois. C'est faire venir tout ce qu'on connaît en littérature et chez les autres artistes peintres aussi. Et c'est aussi se situer aussi dans un moment d'arrêt. Moi, je crois assez fortement que la peinture nous arrête et nous concentre. Est-ce qu'on doit chercher à y voir ce que le peintre a voulu investir dans sa peinture? Et d'abord, pourquoi peint-on? Qu'est-ce que peindre? C'est penser avec la matière. C'est une pensée en mouvement. C'est décider qu'on a envie de partager avec la communauté, d'échanger à plus haut sens et de manière très simple, sur un petit châssis de bois, tenter de transmettre... une expérience intérieure. La artiste peintre française Fabienne Verdier à cette question, qu'est-ce que peindre? Et pour vous, qu'est-ce que peindre, Françoise Petrovitch? Ah, c'est immense peindre. Donc non, c'est impossible pour moi de répondre à cette question. Ce que dit Fabienne Verdier quand elle dit d'un petit châssis, et j'aime bien cette idée physique aussi. Peindre, il y a cette question, on est dans une relation physique, c'est-à-dire qu'on a devant soi une surface plane, on a de la couleur, on a des pinceaux, et on a un temps et un espace qui est arrêté. Donc, et on a toutes les possibilités parce que la peinture est immense, et il faut choisir. Peindre, c'est choisir pour moi, c'est décider, c'est couper. C'est ne pas tout dire, c'est être dans quelque chose d'un état de surface, puisqu'on travaille la surface, donc la peinture, elle s'accroche sur cette surface. Contrairement au dessin où le support est très présent, la peinture, le support n'est plus présent, en tout cas dans ma peinture. Et puis c'est un gouffre la peinture, c'est aussi tous les possibles.
Elle dit aussi, Fabienne Verdier, c'est penser avec la matière, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois physique, matériel, mais aussi spirituel, intellectuel. Hein, dans cette idée, parfois on se dit de transposition, mais cette confrontation avec la matière, vous, comment vous l'appréhendez? C'est-à-dire simplement comment vous travaillez? Alors, je travaille plutôt le matin, c'est ça? Ça peut être une question, d'accord. Je peux travailler plutôt le matin. Je travaille souvent sans bruit. Je travaille assez vite. Et il peut y avoir des flashs, des visions, des désirs, des déterminations. Le temps de travail, il est complètement différent selon les peintures. Et parfois, la toile est immense, hein, elle est au sol, et vous travaillez à même le sol aussi pour certaines de vos peintures et de vos réalisations. Hein. Alors là, c'est quand j'ai travaillé pour le grand décor, un grand décor pour l'Opéra de Rouen, l'Abrégé des merveilles de Marco Polo, de Arthur Lavandier. Et là, j'ai travaillé un décor qui fait donc 8 mètres sur 30 mètres au sol. Alors là, je suis complètement dans la peinture. On imagine. Vous vous exprimez autant à travers la peinture, l'aquarelle notamment, la céramique, la gravure, la vidéo, le dessin. Tous ces supports, toutes ces formes artistiques, quelle complémentarité vous trouvez dans ces différents modes d'intervention, Françoise Petrovitch? C'est chaque fois des aventures, des rencontres. Ça peut être des rencontres avec des matériaux, avec des gens aussi, avec des façons des process. Et maintenant, j'ai l'impression que tout est assez fluide, c'est-à-dire que je peux passer d'un matériau à l'autre d'une manière assez tranquille. Il n'y a pas d'hiérarchie. Et je suis assez enthousiasme du titre. Enfin voilà, il y a une grande simplicité finalement. Il n'y a pas de hiérarchie, ça veut dire qu'il n'y a pas un médium pour un propos. C'est plutôt une affaire de variation, une envie de non, décliner autrement. Il y a un médium pour un propos, mais en disant ça, je peux dire aussi l'inverse, parce que j'aime aussi contrarier les choses et aller dans les limites. Donc je peux très bien pousser un médium, par exemple pousser le dessin pour qu'il soit presque une peinture. Vous dites le dessin traverse toujours mon travail. Je n'abandonne jamais le dessin, même dans la sculpture, il est partout. C'est vraiment le retour presque à l'enfance. Hein. C'est-à-dire que le dessin, c'est le geste originel pour l'artiste. Vous repartez toujours de là? Je pense avec le dessin. Je pense vraiment comme ça. Donc c'est presque une face. Le dessin, il est immense parce qu'il peut communiquer, il peut être un croquis, il peut être un dessin abouti, mais le dessin est au plus près de la pensée, c'est-à-dire que c'est le plus rapide. Dessiner, c'est rapide. C'est comme une note. Et après, vous traduisez autrement parfois. Vous vous en détachez. Oui, ça peut devenir une sculpture. Donc un dessin peut devenir une sculpture. Il est décédé le 18 juin dernier. Le peintre Gérard Fromanger était connu pour sa participation active à mai 68, connu aussi pour sa peinture contestataire, ses couleurs explosives, son amitié avec Foucault ou encore Deleuze, grande figure de la peinture figurative. On écoute Gérard Fromanger évoquer l'importance pour lui de la ligne. La ligne n'existe pas dans la nature. La ligne est une invention totalement abstraite, humaine, avec laquelle donc on peut faire ce qu'on veut. Et si je démarre, en italien on dit del nullo, du rien, pour arriver au rien, et qu'entre-temps, un entre-là de ligne peut créer un animal humain, un ami, un portrait, ça me rend joyeux. Voilà, ça me fait plaisir. Et c'est toujours une aventure, c'est toujours un risque. On n'ose pas commencer. Ah oui, c'est terrible. Par où commencer? En haut, en bas, au milieu, ça. Alors toujours, d'habitude, c'est plutôt en haut. Et puis ensuite, on circule dans la lumière et dans l'ombre. Pas dans nez, bouche, œil, narines, joues, barbe, cheveux, etc. Mais lumière et ombre. Quelle est votre définition à vous de la ligne? Est-ce que vous avez cette même idée comme Gérard Fromanger, que la ligne permet aussi quand même de donner forme au rien, de donner forme au néant? Bien sûr, la ligne, comme il dit, elle n'existe pas dans la nature. Donc la ligne, on la fabrique. C'est une invention humaine. Complètement. Alors il dit qu'il commence en haut à gauche, c'est ça? Oui. Moi, je commencerai au milieu plutôt.
Je commencerai au milieu et puis je vais aller comme ça et je vais me déplacer dans cette ligne-là. Je vais plutôt commencer au centre. Qu'est-ce que ça change? La perspective? Ça change la façon peut-être de travailler au départ. Et moi, je travaille à plat pour le dessin, peut-être que c'est ça. Et mon corps va tourner, donc c'est une relation dans l'espace aussi. C'est-à-dire... Moi aussi, ça change les choses. Tout ça, vous l'avez appris où? Vous avez appris ça sur le tas ou durant vos années d'études d'art, notamment à l'ENS Cachan? Moi, oui, j'ai travaillé, j'ai fait des études d'art appliqué et puis l'ENS Cachan pour enseigner, voilà, les arts appliqués. Et ça, c'était le design, la partie design. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces moments-là? Est-ce que c'est d'abord une technique? Alors, moi, le design, c'était pas vraiment le design. J'avais appris finalement à dessiner, je faisais du modèle vivant, j'ai fait du modelage, parce que le design, les arts appliqués sont aussi émergents du dessin et de la forme dessinée, de la forme pensée, donc c'est beaucoup plus large. J'ai fait beaucoup d'histoire de l'art, mais c'était pas l'histoire simplement du design, c'était l'histoire de l'art, la grande histoire de l'art. Plus globalement. Et voilà. D'ailleurs, vous enseignez depuis aussi, de moins en moins, parce que votre activité artistique, d'artiste, vous prend beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que vous avez à cœur de transmettre quand vous enseignez, quand vous avez cette jeune génération en face de vous, Françoise Petrovitch? Est-ce que là, pour le coup, c'est leur transmettre une envie, une curiosité, une technique, des fondamentaux de l'histoire de l'art qui vous ont porté, vous? Savoir d'où l'on vient? C'est un peu tout ça, hein. C'est un peu tout ça en réalité. C'est aussi écouter ce qu'ils ont. Ce que j'aime dans l'enseignement encore, c'est cette fraîcheur par rapport à l'artistique. C'est-à-dire il y a toutes les questions. Toutes les questions sont là et elles sont jamais. Enfin, moi j'ai l'impression qu'elles sont jamais dans une visée extrêmement productive et efficace. Elles sont vraiment dans une pureté des questions. C'est-à-dire comment on fait ça. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Où je suis? C'est assez formidable, quoi. Elle est comment, cette nouvelle génération d'artistes en herbe, comparée à la vôtre? Vous disiez, je suis à un âge, à un moment où je peux commencer à penser à une rétrospective. Et si vous regardez aussi votre génération à vous, quand vous étiez étudiant, quand vous avez appris tout ça, la peinture, les arts appliqués, cette génération à qui vous transmettez? Je la trouve très inquiète. Je trouve que c'est une génération très inquiète. Plus que la vôtre? Certainement plus que la nôtre. Plus que nous, on était. Alors, je ne dis pas que maintenant, je ne suis pas inquiète. Et de toute façon, je suis d'une nature plutôt inquiète. Mais je pense que c'est une génération qui a des désillusions aussi, beaucoup plus que nous. A raison? Oui, a raison. Quel type de désillusion? Justement, le marché de l'art, peut-être, qui est beaucoup plus fort actuellement. Le monde d'aujourd'hui... Plus fort dans le sens de plus concurrentiel, vous pensez, tel qu'il le perçoit? L'argent est plus présent. Et puis, économiquement, il y a des... Enfin bon, tout ce qu'on connaît, quoi. Les difficultés de voir demain, quoi. Vous, quand vous avez commencé à peindre, la question financière, elle n'était pas essentielle, pertinente? On pouvait commencer à être artiste sans avoir peur de s'abandonner à son art? Non, mais j'ai fait prof. Ça complétait. Voilà, tout simplement. Mais je crois qu'aujourd'hui, les jeunes gens sont quand même sont plus angoissés. Vous leur dites quoi pour les désangoisser? Je leur dis travailler, faites, faire. Le faire est une façon de dominer ces angoisses-là. On vous a parfois comparé à elle, c'est une artiste américaine, parce que vous avez un bestiaire parfois, un imaginaire commun. Kiki Smith, artiste américaine qu'on avait reçue ici à cette grande table à l'occasion de son exposition à la Monnaie de Paris. On l'écoute évoquer la fluidité des êtres au monde. Our bodies are something that is completely penetrable and open. Nos corps sont très pénétrables et ouverts. You know, obviously, where we are locating ourselves is an illusion, is a physical. Là où on se situe, c'est un petit peu une question d'illusion. Delusion, just illusion, but you know, that's completely porous and malleable. Tout est poreux, fluide, malléable, mouvant. The intersection, we're part of everything else in the whole universe. Et nous sommes à l'intersection de tout le reste dans l'univers. That we think we're in one place is
Donc penser qu'on réside dans un même lieu unique, c'est une anomalie. Cette question de la fluidité de ces mondes poreux, vous travaillez aussi beaucoup là-dessus à travers vos peintures, hein, Françoise Petrovitch. Vous pensez qu'aujourd'hui, la fluidité passe aussi entre les différentes formes du vivant. C'est aussi ce que vous avez à cœur de montrer, de raconter peut-être, en associant, comme vous le faites dans certaines de vos séries, l'homme et l'animal, jusqu'à les confondre. Oui, parfois il y a de la confusion, donc du coup ça amène un malaise. Quand les choses sont confuses, on n'est pas très bien. Et il y a surtout des métamorphoses, des prolongements, des choses qui sont comme des vocabulaires de formes qui n'iraient pas tout à fait ensemble, mais en même temps qui forment un seul. Sur la question du bestiaire, celle de l'herbier aussi, hein, où est-ce que vous trouvez votre inspiration ? Alors là, les herbiers, c'est loin, Là, c'est la rétrospective. J'avais travaillé à partir de petites herbes que je trouvais sur le chemin. Alors, c'était un herbier que j'avais fait, mais qui était vraiment un herbier quelconque, hein, complètement anodin. Et l'herbe, par exemple, le pétale de fleurs, où voilà, il y a 2 pétales de petite hortensia, ça devenait le soutien-gorge d'une petite figure. Donc, chaque fois, c'était comme un indice qui me permettait de travailler, comme un mot qui permet de dessiner. Et comme ça, j'ai fait toute une série, je pense qu'il y a à peu près 60 herbiers, qui me permettaient de raconter des choses à partir de choses trouvées. Ça aurait pu être les ailes d'un avion aussi, hein. On retrouve dans ces formes-là. Vous renouez à travers vos séries avec des figures mythologiques aussi, ou des contes, comme Podane, hein, qui n'est pas oublié dans cette série hybride, en lavis d'encre ou en sculpture de grès émaillé aussi. Lavis d'encre, vous nous expliquez ce que c'est ? Alors c'est de l'encre de Chine avec de l'eau. Tout simplement. Tout simplement. Send me sun at dawn, gonna lay here some more. Let me heal and now I'm sure, now I'm sure, now I'm sure. Let me heal and now I'm sure, now I'm sure, now I'm sure. Believe and now I'm sure. Let me heal and now I'm sure, I'm sure, I'm sure. And now I'm sure. Your remedy from yesterday still going on. Now ordinary to me, still going on and on and on and on and on and on. Let me heal, then wait for more. Let me heal, wait for more. Baby, don't be long. Need more to feel strong. Need more to feel strong. Better let it heal. Send me some more. Better let it heal. Send me some more. Some more. Some more. Send me zombie, call me zombie, send me, love me, love me, love me. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Send me zombie, call me zombie, send me, love me, love me, love me.
La Britannique Tirza revient avec un nouvel album Color Grade chez Domino, chanteuse, la voix la mère aussi, avec cette expérience de la maternité, cette expérience intime qui imprègne cette nouvelle partition. Avec nous jusqu'à 12h30, l'artiste Françoise Petrovitch à l'occasion de sa première grande rétrospective. C'est à Landerneau, en Bretagne, au fond Leclerc qu'on peut la voir jusqu'au 3 avril. Vous vous intéressez, Françoise Petrovitch, vous aussi, aux âges de la vie d'une femme, et parmi eux, évidemment, la maternité. Quel cycle s'ouvre pour vous avec l'accouchement? Comment on peut représenter, quand on est artiste, cette révolution intime, cette attente d'abord et ce moment où ça arrive? Là, dans l'exposition est présenté un dessin fait de plusieurs dessins qui s'appelle L'accouchement. Je l'ai réalisé en 92 quand ma fille Lucie, avant que ma fille naisse. D'ailleurs, le dessin est signé par le petit bracelet de naissance de Lucie. C'était la fin finalement. Et le dessin débute par une série de questions. Toutes les questions, c'est assez drôle d'ailleurs, toutes les questions qu'on peut se poser. Dans ces moments-là, quand on attend encore, aussi, comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça va provoquer en nous? Vous avez aussi toute une série sur l'enfance, la série féminin-masculin, oui. Notamment. L'enfance, c'est un lieu de l'ambivalence pour vous? De l'ambivalence, oui, parce que c'est surtout pas la naïveté, ni la gentillesse, ni tout se passe bien, tout est facile. Je pense que c'est pas du tout ça l'enfance. Et en même temps, c'est aussi un moment où on se croit que tout est possible, on comprend pas tout, et c'est bien. Et pour moi, j'ai l'impression que l'enfance, c'est très loin, puis en même temps, je sais pas quand ça s'arrête, quoi. Je sais pas du tout. D'ailleurs, à quoi renvoie l'enfance pour vous? Dans le catalogue de l'exposition, vous dites ni nostalgie, ni sensation précise. Exactement. Non, j'ai l'impression que c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est le temps de l'innocence, c'est le temps de la rêverie, mais pas seulement. C'est aussi celui de la violence, du danger qui ne reste pas toujours aux portes de l'enfance et que vous représentez. Cette violence, elle peut faire irruption dans vos peintures, elle peut faire irruption aussi dans vos films, comme dans Le Loup et le Loup, cette succession de tableaux où on sent que le jeu peut aussi mal tourner. Ah oui, il dérape. C'est un peu... il y a l'histoire d'un viol, finalement, dans cette vidéo... mais c'est pas dit comme ça, mais je pense qu'on le comprend. Et c'est incarné par le loup qui fait partie de notre bestiaire depuis le Moyen-Âge. On va y revenir avec le corbeau aujourd'hui, mais aussi un peu du loup. Et notre deuxième invité dans la grande table, l'historien Michel Pastoureau. Merci beaucoup à vous, Françoise Petrovitch, d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Merci. Cette grande table culture a été préparée et programmée par Oriane Delacroix avec Marie Fraboulet. Merci à elle. France Culture. L'esprit d'ouverture.